Ce soir, on aborde le monde de l'invisible dans les connaissances ésotériques les plus palpables qu'on nous ait transmis lorsqu'on était déjà tout petit. C'était la présence à notre droite de l'ange gardien qui nous protège et à la portée de la main gauche, la mort qui attend l'heure. Alors, qui sont ces êtres de l'invisible qui sont attachés à l'évolution intime de chaque être humain individuellement? On va commencer par là dans le monde de l'invisible. Les êtres qui évoluent dans l'invisible sont des entités. Et quand j'emploie le terme entité, je veux dire qu'il y a dans l'invisible des intelligences qui ne sont pas soumises aux lois de la personnalité. Mais quand on parle d'invisible, il faut justifier ce qu'on veut dire. Parce que pour l'homme, l'invisible, c'est le monde des esprits. Mais il y a une catégorie de l'invisible qui est équivalente dans la nature de son intelligence, dans les modes de son évolution, dans les structures de son intelligence et dans l'exploitation de son potentiel évolutionnaire. Et cet invisible, ces mondes, on les appelle communément le monde des esprits. Mais le monde des esprits et le monde de l'homme, le monde de la matière dense, et le monde de la matière qui n'est pas dense, qui est invisible parce qu'il se situe sur une autre longueur d'onde, ce sont des mondes qui sont parallèles. Et ce sont des mondes qui justifient l'exploitation de l'un vers l'autre en dehors d'un autre plan de l'invisible qui ne fait pas partie de l'évolution morontielle. Le monde de la matière, le monde des planètes solides, le monde de l'invisible, qui est le monde des esprits, fait partie de l'évolution morontielle, c'est-à-dire de l'évolution de l'âme. Mais au-dessus de ces mondes, il y a des vastes champs d'énergie que l'on appelle en ésotérisme les mondes de la lumière. Et dans ces vastes champs d'énergie évoluent d'une façon parfaite des êtres. Et je dis des êtres, je ne dis pas des entités dans ce cas-ci, des êtres qui représentent pour l'homme la maximisation de l'intelligence. Des êtres qui sont intelligence, des êtres qui représentent un principe d'intelligence et des êtres qui, de par leur perfection, constituent la gamme totale de toutes les possibilités évolutives dans le cosmos. Ces êtres-là, souvent, on les situe dans des catégories symboliques en les appelant des anges ou des archanges ou des êtres qui font partie de certains dominions. On a beaucoup de sentiments spirituels pour ces êtres, on a beaucoup d'amour, mais on ne connaît pas et on ne comprend pas leur relation avec nous. On ne connaît pas les lois qu'ils régissent et on n'a aucune idée de la relation vibratoire qui existe entre eux et l'homme.
Alors je voudrais séparer le monde de l'invisible en deux, simplement pour faciliter la tâche de comprendre l'aspect extrêmement disproportionnel qui existe entre ces êtres-là, qui évoluent d'une façon parfaite, et les entités qui meublent, qui remplissent les espaces invisibles des mondes morontiels et qui ont des rapports très près sur le plan d'évolution avec l'homme. Alors je dirais que le monde de la matière et le monde des esprits fait partie d'un monde et que le monde où les espaces de la lumière font partie d'une autre dimension. Et pour comprendre les affinités que nous avons en tant qu'hommes avec ces deux catégories d'évolution, il nous est essentiel de réaliser que dans le monde des esprits, aucune entité n'a sur l'homme de pouvoir. Aucune entité n'a sur l'homme la capacité de dominer d'une façon absolue. Les entités qui se situent dans les mondes morontiels et qui justifient leur action à cause des lois des mondes qu'ils habitent, justifient toujours leur action en relation et à cause de l'inconscience de l'homme et de l'ignorance de l'homme. L'homme ne doit absolument rien au monde des esprits. L'homme doit être un agent libre total. Et le monde des esprits, quelle que soit la vertu par laquelle il opère une communication ou qu'il effectue un rendement sur le plan matériel par le biais du cerveau humain, est toujours un monde qui cherche, d'une façon positive ou négative, de dominer l'homme par la forme. Si nous regardons au-dessus du monde morontiel et que nous essayons de comprendre la relation qui existe entre les champs d'énergie de la lumière et l'homme, la situation est totalement différente. Un homme qui entre en contact ou qui est en contact avec les plans morontiels peut, s'il a de la volonté, se soustraire de ces influences, qu'elles soient positives ou négatives. Il maintient toujours son libre arbitre vis-à-vis ses forces. Mais un homme qui est en contact avec les champs d'énergie de la lumière l'est par vertu de son évolution animique. Et lorsque le temps est venu au cours de son évolution de vivre ce contact, qui est plus ou moins un état de fusion, l'homme éventuellement est forcé, à cause du rapport vibratoire entre cette lumière et ses principes inférieurs qui constituent son humanité, est forcé de perdre un peu de son libre arbitre pour pouvoir, avec le temps, grandir dans la vibration et éventuellement permettre à ces êtres de lumière de fusionner avec lui. Un homme qui est en contact avec les mondes morontiels ou le monde de l'esprit n'est pas sujet à la domination parfaite de l'esprit. Il peut être sujet au contrôle partiel du monde de l'esprit. Il peut être lié karmiquement à des entités qui ont un rapport d'amour ou de haine avec lui et qui devient un rapport karmique. Mais s'il exécute sa volonté, cet homme peut briser la communication, empêcher que ces entités fassent interférence sur son libre arbitre.
Mais s'il est en contact avec les forces de la lumière, à ce moment-là, il ne peut plus retarder son évolution. Il ne peut plus empêcher ce contact. Il ne peut plus empêcher que ces êtres parfaits s'introduisent en lui et éclairent le principe le plus important de son expérience sur le plan matériel, qui est le principe de l'intelligence. Puisque ces êtres font partie du principe universel de l'intelligence, et que l'intelligence humaine fait partie à un degré moindre et inférieur de cette intelligence, il doit éventuellement, au cours de l'évolution de l'homme, y avoir un raccordement entre le principe universel et la manifestation égocentrique, subjective de l'intelligence humaine. Et c'est à ce moment-là que l'homme commence à réaliser qu'il y a un lien vibratoire et non un lien psychologique avec des intelligences suprasensibles, mais un lien qui ne correspond pas avec le lien que l'homme pourrait avoir avec des entités dans le monde des esprits. L'homme est un être foncièrement bon, et à cause du fait qu'il vit dans un corps matériel, qu'il n'a pas de vision double, qu'il n'a pas la capacité de voir dans l'invisible comme il peut voir dans la matière, il ne connaît pas les mondes des esprits et il ne peut pas comprendre la relation quasi imparfaite de ces mondes avec lui-même. Et à cause de ceci, et à cause du fait qu'il est empêché sensoriellement de voir et de comprendre les lois de ces mondes, il exécute des relations avec ces mondes souvent qui sont au péril du développement de son intelligence, au péril du développement de sa volonté, au péril de la malfonction de son amour et de l'incompréhension des lois de l'amour. Et automatiquement, cet homme peut facilement s'enraciner dans un terrain psychologique occulte qui fait l'affaire des forces sur les autres plans, mais qui n'est pas nécessairement, qui ne correspond pas nécessairement à son bien-être total. Si l'homme est en contact avec des forces ou des intelligences ou des entités du monde des esprits et que ces forces sont évoluées, le mal est moins grand. S'il est en contact avec des forces qui ne sont pas évoluées, le mal est grand et le mal devient dangereux. Par contre, si l'homme est en contact avec les champs d'énergie de l'intelligence universelle, avec le principe de l'intelligence universelle, avec le temps, il sera en lui opérer une transformation vibratoire qui éliminera les facultés qui ont fait de lui un homme subjectif pour lui raccorder des facultés qui feront de lui un homme objectif ou un homme dont la conscience est universalisée par le fait que son rapport avec ce champ d'énergie devient totalement vibratoire plutôt que psychologique. C'est à ce moment-là que l'homme n'a plus besoin de penser, qu'il est en relation vibratoire avec cette énergie et que le passage de cette énergie à travers son système humain permet la manifestation sur le plan du langage d'une connaissance plus ou moins nécessaire selon l'occasion et selon qu'il a à manifester cette connaissance ou non. Mais l'homme tel qu'il est aujourd'hui, à la fin de l'involution et au début de la création et de l'évolution d'une race nouvelle, a été mal éduqué. Il a été mal éduqué parce qu'il a été éduqué par des hommes qui avaient, avec l'intelligence, le même rapport que lui-même. C'est-à-dire que son éducation était totalement horizontale et que cette horizontalité empêchait l'homme de savoir.
Et si un homme parle à un homme et qu'il ne sait pas, automatiquement, ce que recevra cet homme, ce ne sera pas de la connaissance, mais ce sera une forme d'éducation quelconque. Et lorsque cette éducation se multiplie et affecte pendant des siècles et des siècles toute une humanité, il est évident que quelles que soient les conditions de l'évolution ou de l'involution de l'homme, il ne peut jamais être totalement ce qu'il est. Et c'est pourquoi l'homme a mal compris les mondes invisibles, qu'il a perdu la faculté de voir dans les mondes invisibles, et il a aussi perdu la faculté de se servir de l'énergie des mondes invisibles pour opérer sur le plan matériel et transformer sa vie ou la matière.